Bonjour à tous. Nous continuons donc le cours sur la théorie de la démocratie. Après avoir analysé l'an dernier les formes de l'indétermination démocratique, j'en redirai quelques mots dans l'introduction, le cours de cette année sera essentiellement consacré à proposer une théorie des pathologies de la démocratie. Pour penser la démocratie et trouver les moyens de l'accomplir, il faut commencer par prendre en compte trois éléments qui lui sont liés. La variation de ses définitions, la fragilité des régimes qui s'en réclament en second lieu, et en troisième lieu, le mélange de désenchantement et d'interrogation des citoyens à son égard. La variation de ces définitions d'abord. Démocratie, le mot s'est désormais imposé comme la dénomination universelle du bien politique. Même les régimes qui en bafouent le plus évidemment les fondements considérés comme élémentaires n'osent ainsi plus en présenter ouvertement comme les ennemis et prétendent plutôt en incarner une forme spécifique, réduisant les critiques qui leur sont adressées à des manœuvres de déstabilisation politique ou à des manifestations d'arrogance culturelle. Il n'y a du même coup aucun mot dans la langue politique dont la définition pratique soit sujette à plus de variations, au point que ce qui constitue pour certains son ressort n'est pour d'autres que l'expression de sa négation. De Budapest à Moscou, de Caracas à Buenos Aires, du Caire à Téhéran, longue est aujourd'hui la liste des capitales où s'affrontent des définitions violemment contradictoires de l'ordre démocratique. Penser la démocratie implique ainsi de partir du constat qu'il s'agit, selon un mot célèbre de Blanqui au XIXe siècle, d'un mot en caoutchouc. Implique également de rappeler le caractère relativement récent de ce qu'on pourrait qualifier d'universalisme insaisissable. C'est en effet sous d'autres bannières que se sont menés les combats fondateurs de l'émancipation moderne. En Amérique, au temps de la discussion de la Constitution de Philadelphie, le terme de démocratie était ainsi rejeté, ne renvoyant pour la majorité des contemporains qu'à des images de désordre. Et il n'était significativement pas associé à la pratique, pourtant développée, on le sait, des town meetings en Nouvelle-Angleterre. Town meetings qui étaient des réunions des communautés d'habitants. En France, il avait une connotation principalement archaïque, mot vieilli, disait un dictionnaire de l'époque, renvoyant à l'Antiquité grecque ou à la survivance de coutumes médiévales dans quelques petits cantons suisses. Il était en effet alors compris de manière littérale, que l'on regarde les œuvres classiques de Rousseau ou de Montesquieu, et évoquait des images de citoyens rassemblés, mais rassemblés pour gouverner et légiférer. Le mot restera largement tenu en suspicion au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle, à droite comme à gauche. Marx et Engels y voyaient par exemple l'enregistrement organisé de la séparation, mortelle à leurs yeux, entre l'État et la société civile, fondée donc sur le divorce de l'homme et du citoyen et de l'électeur. La démocratie est une contradiction dans les termes, un mensonge et au fond une pure hypocrisie, écrivait ainsi Engels. La liberté politique est un simulacre et le pire esclavage possible. Cette liberté fictive est le pire asservissement. Il en va de même de l'égalité politique. C'est pourquoi, continuait-il, c'est un texte de 1843, il faut réduire en pièces la démocratie. Cette forme hypocrite ne doit pas subsister, disait-il. La contradiction qu'elle recèle doit apparaître au grand jour. Ou bien un esclavage véritable, et cela signifie un despotisme non déguisé, ou bien une authentique liberté, ainsi qu'une authentique égalité, et cela signifie le communisme. La Révolution française a produit ces deux éléments, poursuivait Engels. Napoléon instaura l'un et Babeuf l'autre. La démocratie était en ce sens pour lui, comme pour Marx, structurellement bourgeoise et donc à rejeter. Pas simplement le mot, mais la forme également. D'un autre côté, on voyait un Guizot éructer
après la Révolution de 1848, le chaos se cache aujourd'hui sous un mot, celui de démocratie. Il s'agissait, disait-il, d'une idée fatale qu'il fallait extirper tant elle ne pouvait, à ses yeux, que conduire à la guerre civile. Au même moment, de savants médecins allemands et français n'hésitaient d'ailleurs pas à parler d'une nouvelle maladie qu'ils appelaient le morbus democraticus, qu'ils appréhendaient comme une espèce de clinique psychologique, une maladie démocratique du siècle qui affectait à leurs yeux ceux qui avaient mené les révolutions de 1848. La consécration, on pourrait dire la sacralisation de l'idée démocratique, n'a été ainsi que progressive. Mais elle a ensuite solidement affirmé son empire. En Amérique, elle a fini par être considérée même comme d'essence quasi divine, constituant la clé essentielle du credo politique de la nation. L'acclimatation, il est vrai, était plus lente en Europe. En France, le souvenir d'un second empire ayant célébré avec emphase le suffrage universel avait rendu les opposants au régime peu enclins à s'en réclamer. Partout, vers les années 1860, en Europe, c'est le terme de socialisme et plus tard celui de communisme qui a surtout servi à traduire les espérances d'un monde nouveau. Mais le mot de démocratie a cependant fini par s'imposer comme dénomination générique d'un mode d'organisation libérateur du gouvernement humain, devenant par exemple, dès la fin du XIXe siècle, appliqué à la sphère de l'entreprise, comme en a témoigné dès 1896 l'ouvrage de Béatrice et de Sidney Webb, Industrial Democracy. Son triomphe a été définitivement assuré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et plus encore avec le déclenchement de la vague de décolonisation des années 1960. Désormais considéré comme l'horizon indépassable du bien politique, son triomphe, sa célébration unanime, se sont en même temps ainsi accompagnés d'une cacophonie croissante de ses définitions. C'est donc le premier point à prendre en considération quand on veut penser la démocratie. Le deuxième point est celui de la fragilité des régimes qui s'en réclament. Le règne du verbe démocratique n'a pas simplifié et apaisé le cours de l'histoire constitutionnelle du monde. Il s'est au contraire accompagné de l'avènement de formes inédites d'instabilité des régimes qui s'en réclamaient. Les formes d'organisation précédentes, aristocratiques ou monarchiques, étaient simples et sans mystère. Ce ne sera pas le cas de la démocratie. La Révolution française a été à elle seule le laboratoire et le miroir grossissant d'une telle instabilité. L'invention de la liberté, pour reprendre la formule célèbre de Starobinsky, s'y est en effet liée au développement de conflits, de perplexités qui semblaient ne pas pouvoir être surmontés. De 1789 à la formation de l'Empire, en 1804, la France a ainsi connu 6 constitutions qui ont donné naissance à presque toute la variété des formes politiques que la science constitutionnelle de l'époque se montrait capable d'imaginer. La Révolution française a de cette façon ouvert la page d'un type inédit d'histoire politique, celui d'un changement radical, presque unanimement célébré, mais qui n'arrivait en même temps pas à maîtriser la mise en forme de ses principes fondateurs, qui s'avérait incapable d'en fixer les ressorts, d'en éviter les retournements, d'en stabiliser le déploiement. D'où l'obsession, tôt affichée dès septembre 1789, selon la formule célèbre de « terminer la Révolution », formule qui sera employée de façon continue des constituants de 1789 à Bonaparte. Car vous le savez, lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est la première formule qu'il emploiera pour définir son rôle. Ce mot d'ordre, sans cesse réaffirmé, témoignera d'une hantise et d'une perplexité. L'histoire française du XIXe siècle n'a fait que prolonger cette ère que l'on pourrait qualifier d'interminable indétermination, avec son cortège de restaurations, de révolutions et de coups d'État.
de telle sorte que François Furet était tout à fait fondé à sous-titrer de Turgot à Jules Ferry son histoire de la Révolution, pour montrer qu'elle ne pouvait pas simplement se limiter à l'épisode de 1789 à l'arrivée de l'Empire. Il aurait en fait d'ailleurs aussi bien pu élargir davantage la périodisation en disant « Histoire de la Révolution de 1789 à nos jours ». Il est d'ailleurs frappant de constater que la plupart des histoires de la Révolution qui sont publiées sous la monarchie de Juillet et en 1948 portent tous le sous-titre de la Révolution à nos jours. C'est le cas, par exemple, des ouvrages de La Ponneray ou des ouvrages de Cabet, qui sont les deux grandes histoires d'extrême gauche de la Révolution. Le XXe siècle a montré de son côté que cette indétermination était loin d'avoir été surmontée. Les luttes sociales ont certes leur forte part dans cette indétermination, tant l'histoire n'a cessé d'être celle d'un combat toujours renouvelé entre les impatiences des uns et les prudences ou les résistances des autres. Mais le fait d'une fragilité plus profonde, tenant à la nature même des choses, a été directeur. D'où, d'ailleurs, d'un point de vue de méthode, l'impérieuse nécessité, dans laquelle j'ai senti toujours qu'il fallait placer mon travail, de développer un type d'histoire conceptuelle du politique à côté de l'histoire sociale. La fragilité de l'idéal démocratique ne s'est plus largement nulle part révélée avec autant d'évidence que sur le continent européen au XXe siècle. Creusée d'invention de la modernité politique, l'Europe a en effet aussi été, 2 siècles plus tard, la terre de son retournement le plus violent sous les espèces des totalitarismes, le lieu aussi du retour des dictatures ou des régimes antimodernes les plus régressifs, comme celui de Vichy en France. C'est un fait qui doit être pensé, cette concomitance de l'invention et de la destruction. Et l'Amérique elle-même n'a pas été étrangère à ces variations. Elle a elle-même été le pays d'un grand écart permanent entre le renforcement d'une démocratie oligarchique. Pensons qu'aujourd'hui, le Sénat américain est davantage conforme à l'assemblée d'élite auquel songeaient les pères fondateurs qu'à ce qu'imaginaient ceux qui avaient employé autour de Jackson pour la première fois le terme de démocratie en 1828. Écart permanent entre ce renforcement d'une démocratie oligarchique et l'invention, en même temps, à grande échelle, de procédures innovantes comme celle des primaires, du recall ou des référendums d'initiative populaire, toutes initiatives qui se situent au tournant du XXe siècle. Si le spectre de quelques-unes de ces perversions radicales semble écarté à l'aube du XXIe siècle, rien ne permet de dire pour autant que le navire est désormais arrivé à son port. Les illusions d'une fin de l'histoire qui avaient accompagné en 1989 la chute du communisme sont en effet maintenant totalement dissipées. Ont en effet ressurgi dans nombre de pays libérés du joug soviétique de sombres pratiques, marquées du sceau de l'illibéralisme le plus indiscutable ou caractérisées par une appréhension hautement problématique des notions de souveraineté du peuple et de légitimité du pouvoir majoritaire. Les tournants, les tourments et les errements politiques du continent africain sont de leur côté là pour témoigner que 50 ans après une décolonisation menée au nom des droits de l'homme et de la démocratie, la victoire des combattants n'a que rarement ouvert la voie à une forme de stabilité démocratique. Plus près de nous, si les révolutions arabes ont réussi à chasser de funestes dictateurs, elles ont aussi marqué l'entrée dans une période de violents affrontements, fondés parfois sur des visions presque irréconciliables de ce que devait être une constitution démocratique. Et nombreux sont aussi, en Asie, en Amérique latine ou même en Amérique du Nord, les pays dans lesquels des divisions politiques radicales à 100 lieues des traditionnels affrontements partisans
voire même des conflits de classe, se greffent sur des interprétations très antagonistes du credo démocratique. La fragilité de la démocratie apparaît ainsi partout patente, là même où son histoire contemporaine peut apparaître la moins tourmentée. Elle se trouve interrogée dans ses inaccomplissements et ses évolutions. Si cette démocratie peut être banalement définie comme mise en œuvre de la souveraineté du peuple, le contenu même de cette dernière semble en effet aujourd'hui être interrogé. Progression de la mondialisation économique, croissance du rôle du droit, montée en puissance des instances de régulation non élues, rôle plus actif des cours constitutionnelles, de multiples évolutions convergent pour ébranler les objets et les modes d'expression que l'on considérait comme acquis de la volonté générale. Alors que certains se réjouissent de ce qui leur paraît témoigner d'un progrès de l'état de droit et d'une autonomie accrue de la société civile, d'autres s'alarment de ce qui marque à leurs yeux un déclin préoccupant de la volonté et une éclipse du collectif, et pronostiquent même sombrement la fin de la démocratie. Une foule d'ouvrages se sont attelés depuis le début du siècle à décrire ce trouble et à formuler ces interrogations. Ils composent déjà une imposante bibliothèque qui est en elle-même l'indice d'une sourde inquiétude et d'une dissipation des évidences. Fragilité qui est aussi marquée du saut de l'écart qui s'est récemment creusé entre la démocratie comme régime et la démocratie comme forme de société. Cette dernière étant marquée par le développement d'inégalités qui mettent en péril le sens du commun sur lequel se fonde la première. Les faits sont là, lancinants, comme j'en ai exploré les différentes facettes dans ce qui a fait l'objet plusieurs années d'un cours que j'ai publié sous le titre « La société des égaux ». Mot en caoutchouc, forme politique instable, la démocratie doit s'appréhender en troisième lieu à partir des peurs et des désenchantements que n'ont cessé de susciter les régimes qui s'en réclamaient. Les désenchantements d'abord. Historiquement, la démocratie s'est toujours manifestée comme une promesse et comme un problème à la fois. Promesse d'un régime accordé aux besoins de la société, réalisant un double impératif d'autonomie et d'égalité. Problème d'une réalité souvent fort loin d'avoir satisfait ces idéaux. Le projet démocratique n'a du même coup cessé d'être inaccompli, là même où il était proclamé, qu'il soit grossièrement perverti, subtilement rétréci ou mécaniquement contrarié. Au sens le plus large du terme et le plus fort, nous n'avons d'une certaine façon jamais connu de régime pleinement démocratique. Les démocraties réellement existantes sont toujours restées inachevées ou même confisquées, certes dans des proportions très variables. Mais cet inachèvement est bien un fait partout incontournable. Et pas seulement là où la démocratie est timidement concédée ou grossièrement caricaturée. C'est aussi sur ses terres d'origine, dans les lieux où elle était le plus tôt affirmée et célébrée, en Europe et aux États-Unis, qu'elle paraît également incertaine d'elle-même, vacillante, nourrissant des sentiments de déception et des vagues d'impatience. De multiples symptômes en témoignent. Les phénomènes de retrait qui illustrent le problème et le progrès de l'abstention ou de la non-inscription sur les listes électorales, la crédibilité déclinante des partis dits traditionnels qui précipitent la polarisation des votes vers les extrêmes, accentuation de la coupure entre le peuple et les élites qui entraîne un sentiment d'abandon social, sentiment d'impuissance du politique et constat d'une faillite de la volonté, impression de flottement et d'opacité qui dissout les points de repère et les représentations de l'avenir,
confiscation du pouvoir et de ses attributs par des élus coupés de leur mandat, etc. Longue est la liste de ces promesses non tenues, pour reprendre une formule de Norberto Bobbio, d'attentes déçues. Le diagnostic mériterait évidemment d'être précisé et développé, mais l'impression d'ensemble n'en serait pas pour autant modifiée. Les démocraties existantes sont minées par le désenchantement de leurs citoyens. Mais peur également d'un autre côté, peur conservatrice ou rationaliste ancestrale du nombre, d'un peuple jugé immature, dominé par les passions immédiates. Peur aussi des dérives suscitées par les surenchères démagogiques. Peur encore, pour certains, de la civilisation démocratique et d'un individualisme aussi conquérant que dissolvant. Longue est aussi de ce côté la liste jugée par certains menaçante de la démocratie. Il faut comprendre la cacophonie des définitions de la démocratie, la fragilité des régimes qui s'en réclament et le mélange des peurs et des désenchantements qu'elles suscitent comme faisant système. Ces trois éléments renvoient d'abord au fait de l'indétermination démocratique et ensuite au type de pathologie susceptible de naître en son sein. Faire la théorie de la démocratie implique donc de faire la théorie de cette indétermination ainsi que celle de ces pathologies. Le cours de l'an dernier avait été consacré à l'indétermination, celui de cette année donc sera consacré à ces pathologies, mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de cette année, il est cependant utile de résumer brièvement quelques-uns des acquis de l'an dernier sur l'indétermination démocratique. Cette indétermination, il faut en rappeler les grandes catégories d'analyse que nous avons distinguées. Pour reprendre une fois très rapidement la spécificité de mon approche par rapport aux catégories que Locke avait formées sur les modes de génération des idées confuses, par rapport aussi à la conceptualisation de Claude Lefort sur la notion de démocratie comme lieu vide, qui le conduisait à opposer essentiellement les notions de pouvoir du peuple et de pouvoir de personne, par rapport encore à l'approche de Kelsen, qui avait appréhendé cette indétermination comme la manifestation d'un relativisme des convictions politiques qu'il fallait à ses yeux cultiver. Relativisme qu'il fallait cultiver afin que nul ne puisse prétendre gouverner la démocratie en prétendant en détenir la clé. L'impératif démocratique est indissociablement instrumental et politique. Il implique d'un même mouvement la définition d'un régime d'autorité et d'un sujet l'exerçant. Mais cet impératif est aussi pressant qu'obscur. Si le principe de la souveraineté du peuple fonde la politique moderne, les conditions de son institutionnalisation, ainsi que la définition de son sujet effectif, restent non précisées. Se marque ainsi, en son origine, un écart entre le caractère évident et irrésistible de l'énoncé résumé des principes démocratiques, sur lequel un accord général peut s'affirmer sans difficulté, et l'aspect problématique de leur mise en œuvre. On peut distinguer dans cette mesure 4 catégories d'indétermination. Celles qui tiennent à la définition du cadre d'exercice de la souveraineté populaire, celles qui sont liées ensuite aux conditions d'obtention de la légitimité par les gouvernants, en troisième lieu, celles qui renvoient à la conception de l'émancipation moderne, celles enfin qui prennent leur source dans les modalités de constitution et de représentation du peuple comme sujet de la démocratie. Le cadre d'exercice de la démocratie populaire d'abord. Les équivoques en la matière ont pris leur source dans le fait que la mise en place de procédures représentatives s'est dès l'origine imposée comme une évidence fonctionnelle, mais que cette évidence a historiquement recouvert une ambiguïté majeure. D'un côté, en effet, le système représentatif a été appréhendé comme un simple artifice technique, résultant d'une contrainte purement matérielle, la difficulté de considérer le peuple tout entier comme législateur et magistrat dans une grande société. Approche qui suggérait implicitement qu'un tel système n'était qu'un pis-aller, le substitut forcé à un impossible gouvernement direct de l'ensemble des citoyens,
ce dernier constituant dans l'absolu le système politique idéal qui pourrait être mis en œuvre si des moyens techniques adéquats étaient un jour découverts. Mais l'instauration de procédures représentatives a aussi, d'un autre côté, été explicitement rapportée à une vision proprement positive de leurs vertus intrinsèques. Par exemple, le fait de pouvoir créer des conditions plus favorables pour la délibération rationnelle. Et le gouvernement représentatif a alors été considéré, dans ce cas, comme une forme politique originale et nouvelle, définissant un type inédit de régime s'ajoutant à la typologie classique. Ces deux approches étaient contradictoires, dans la mesure où le gouvernement représentatif était appréhendé, dans le premier cas, comme un équivalent de la démocratie, alors qu'il constituait plutôt, dans le second, un dépassement ou même une limitation de celle-ci. La frontière entre ces approches a de fait été marquée par la nécessité pratique d'adopter des techniques représentatives. Et intellectuellement, elle a été brouillée dès lors que s'est progressivement imposé, en France, c'est en 1793, le vocable de démocratie représentative. Ce vocable de démocratie représentative pouvant renvoyer aux deux idéotypes extrêmes de l'aristocratie élective. On sait que le terme d'aristocratie élective, qui est dû à Rousseau, sera repris très fréquemment pendant la Révolution, notamment à partir de la Constitution de l'an III, et de l'autre côté, de ce que Condorcet a appelé l'idéal d'une démocratie immédiate. Dans un cas, la démocratie était comprise comme simple consentement périodique des gouvernés aux gouvernants, la séparation des deux impliquant de fait la reconnaissance d'une différence de capacité entre eux, ce qu'on pourrait appeler une démocratie d'autorisation. Dans l'autre, le citoyen se manifeste directement à chaque fois que c'est possible, par la multiplication des référendums par exemple, mais aussi sous les espèces d'une interaction critique et permanente avec les gouvernants, ce qui conduit à distinguer une souveraineté positive et une souveraineté négative. Indétermination, ensuite, en second lieu, concernant les conditions d'obstention de la légitimité par les gouvernants et les formes de cette légitimité. Elles peuvent n'être que procédurales et reposer sur le verdict majoritaire des urnes, mais elles peuvent aussi renvoyer à une appréhension substantielle, plus exigeante donc, de la volonté générale. Un pouvoir n'étant, dans ce cas substantiel, considéré comme pleinement démocratique que s'il est, par exemple, soumis à des épreuves de contrôle et de validation qui sont à la fois concurrentes et complémentaires de l'expression majoritaire. Ce pouvoir devra, dans ce cas, se plier à des impératifs de mise à distance des positions partisanes et des intérêts particuliers, de prise en compte des expressions plurielles du bien commun et de reconnaissance de toutes les singularités. La légitimité démocratique nécessitera alors le développement d'institutions que l'on appelle post-majoritaires. Et elle se mesurera aussi à l'aune des pratiques gouvernementales, renvoyant à la perspective nouvelle d'un art démocratique de gouvernement, qui élargit dans tous les cas la nature des épreuves de soumission à la généralité sociale. Indétermination encore des conceptions d'émancipation moderne, en troisième lieu. Celle-ci peut renvoyer à un désir d'autonomie des individus, de développement de leur singularité, ou bien aussi à un projet de participation à une puissance collective, à la production du commun. Ce ne sont pas les mêmes institutions qui vont être mobilisées à ces différentes fins. Et ce n'est pas la même façon de comprendre l'égalité et d'ordonner celle-ci à la liberté qui sera développée. D'un côté, une démocratie de l'individu, de l'autre, une démocratie comme forme sociale. Indétermination, enfin, en quatrième lieu, de la notion même de peuple. Le peuple comme totalité, pris au singulier, est en effet introuvable. Loin de former un bloc dont une unanimité livrerait le secret substantiel, il est une puissance qui ne se manifeste que sous les trois espèces, du peuple électoral, du peuple social et du peuple principe, chacune d'entre elles n'en exprimant qu'une dimension limitée. Le peuple électoral est bien sûr le plus simple à appréhender, puisqu'il prend consistance numérique dans les urnes. Il se manifeste immédiatement
dans la division d'une majorité et d'une minorité. Alors que ce peuple électoral érige un pouvoir qui prend épisodiquement la forme d'une majorité, le peuple social se donne, lui, comme une succession ininterrompue de minorités actives ou passives. Il est l'exposé des situations vécues comme une entorse à un ordre juste, manifestation sensible de ce qui fait ou défait la possibilité d'un monde commun. C'est un peuple histoire, un peuple problème. Le peuple social reflète la dimension problématique de l'être ensemble, de ses abîmes et de ses mensonges, de ses promesses et de ses inaccomplissements. Il n'a d'autre unité que d'être une contradiction en mouvement. Il est ainsi ce que l'on peut appeler la société, avec toutes les tensions et les conflits et les expériences du commun qui la constituent en tant que réceptacle de tous ces éléments. C'est sur ce mode qu'il peut être considéré, ce peuple social, comme une figure de la généralité. Ce n'est pas l'unité d'un sentiment, ni une identité qui l'établit dans cette qualité, mais l'entrelacement des questions constitutives du lien collectif qui l'interroge en permanence. Le peuple principe, en troisième lieu, est quant à lui défini par un mode spécifique de composition du commun, celui des règles constitutives du lien politique et social que représentent les droits fondamentaux. Ces droits sont au sens propre du terme des biens publics non rivaux, ce que les économistes appellent des biens publics non rivaux, c'est-à-dire que tous peuvent en bénéficier sans que nul n'en soit privé. Ils constituent indissociablement la citoyenneté de l'individu comme forme d'appartenance à la collectivité et l'humanité de l'homme comme reconnaissance de l'irréductible singularité de chacun. Dans ces droits se lie parfaitement donc le tout et les parties de la société. Le respect implique que toutes les voix soient entendues, que toutes les marges soient prises en compte, et le sujet de droit est pour cela la figure même de ce peuple. Il réduit en effet à l'essentiel ses multiples déterminations. Il l'incarne d'une façon dans laquelle tous peuvent parfaitement se reconnaître. Le sujet de droit est en effet aujourd'hui l'homme le plus concret qui soit. Il est la figure directement sensible de tous ceux qui sont discriminés, exclus, oubliés. Loin de renvoyer à une abstraction, c'est lui le sujet de droit qui donne dorénavant le plus visiblement cher à l'idée de communauté politique dans son lien avec celle de minorité. La société se manifeste désormais de la sorte sous les traits d'une vaste déclinaison des conditions minoritaires. Les minorités ne sont plus des petites parts qui devraient s'incliner devant ce qui serait la grande part. Elles sont devenues chacune une des multiples expressions diffractées de la totalité sociale. Ces différentes catégories d'indétermination doivent aussi être analysées en tenant compte de ce que je vais appeler ces variables d'exercice, c'est-à-dire la temporalité et l'espace démocratique. Les institutions et les procédures démocratiques ne peuvent d'abord être considérées, bien sûr, isolément du régime de temporalité dans lequel elles s'insèrent. Il ne suffit pas, pour juste donner un exemple, de dire qu'un président est élu au suffrage universel. On voit bien que l'institution présidentielle n'a pas le même sens, et c'est un sujet éminemment débattu dans de nombreux pays à l'instant même, n'a pas le même sens du point de vue selon lequel on se place pour le mode de nomination. Si le mandat en question est de 3 ans ou 7 ans, s'il est unique, renouvelable une fois, ou sans limitation, ou même susceptible d'être conféré à vie. Il faut donc inclure cette première variable d'exercice, la temporalité, pour considérer la démocratie, et que les variations de l'appréhension de ces temporalités sont un élément structurant de l'indétermination démocratique. Il y a au moins aujourd'hui 2 pays dans le monde, l'Égypte et puis le Venezuela, dans lequel il y a une discussion justement sur des changements constitutionnels concernant les conditions de renouvellement du mandat présidentiel. Il est ainsi nécessaire de penser en termes de rythmique du politique et non pas simplement de mécanique. Et il faut prendre en compte ensuite la deuxième variable d'exercice, qui est celle de l'espace pertinent de la démocratie. Cette question des tailles de la démocratie a longtemps dérivé des conditions et des formes des mouvements d'émancipation
qui étaient eux-mêmes constitués, ces mouvements d'émancipation, par des communautés d'épreuves liées à une situation partagée de domination. Mais le problème est aujourd'hui que cette appréhension de l'espace démocratique est totalement modifiée par le développement des phénomènes séparatistes et sécessionnistes qui conduisent désormais à dissocier le lien entre démocratie interne et autodémocratie et autodétermination externe. La vision de l'homogénéité démocratique s'en trouve fortement modifiée. Et parallèlement, la perspective évoquée d'un élargissement de la sphère démocratique dans une visée directement cosmopolitique, ce thème de la démocratie cosmopolitique fera l'objet du séminaire qui suivra le cours, ou dans un cadre plus restreint comme celui de l'Europe, conduisant à en appréhender différemment les formes et le contenu. Ce rappel étant fait, examinons maintenant la question des pathologies de la démocratie. Avant d'examiner comment il est possible de définir ces pathologies, il faut soigneusement les distinguer des négations de la démocratie. Alors que les pathologies prétendent accomplir, réguler ou organiser la démocratie, les négations de la démocratie en nient les fondements, sans chercher à en interpréter la définition. Il y a deux familles principales de négations radicales de la démocratie. Premièrement, celle qui refuse l'idée même d'une auto-institution de la société, au nom d'un fondement de l'ordre du monde, compris comme radicalement hétéronome, extérieur donc aux décisions des hommes. Et s'il fallait citer deux œuvres emblématiques de ce refus de l'idée d'une auto-institution de la société, c'est bien sûr les œuvres de Joseph de Maistre et de Donoso Cortés, dont je dirai quelques mots, qu'il faudrait considérer comme représentants. Deuxième famille, celle qui refuse la notion même d'égalité, sans discuter même les formes de l'égalité, considérées comme destructrices de l'ordre naturel. Prenons donc Joseph de Maistre comme guide pour bien comprendre la première spécificité des négations de la démocratie comme auto-institution de la société. Témoin critique de la Révolution, Maistre a d'abord rappelé ses contemporains à en comprendre la portée universelle et à ne pas réduire ce que ses amis politiques considéraient comme étant ses errements et ses crimes à de simples dérapages de l'histoire française. Il faut avoir le courage de l'avouer, écrira Maistre, longtemps nous n'avons point compris la Révolution dont nous sommes les témoins. Longtemps nous l'avions prise pour un événement. Nous étions dans l'erreur. C'est une époque, et malheur aux générations qui assistent aux époques du monde. C'était faire comprendre à ses pairs que bien au-delà du regret de la chute des Bourbons et de l'idéalisation d'un monde ancien qui l'accompagnait, c'est le mouvement même de la modernité qui était pour lui en cause. Mouvement de dissolution de la tradition et du surnaturel, opéré par les puissances successives du protestantisme et des Lumières à ses yeux. C'est pourquoi de Maistre ne s'est absolument pas intéressé aux événements révolutionnaires proprement dits. Ses considérations sur la Révolution française, ses observations n'ont absolument aucune partie d'ordre historique. Il n'a pas cherché à séparer le bon grain de l'ivraie, à tenir le registre des crimes ou à hiérarchiser les responsabilités. C'est une histoire métaphysique de la Révolution qu'il a voulu livrer. Pour lui, comme pour Bonald, la Révolution est donc à comprendre comme un bloc dans la longue durée. Opposé 1789 à 1793, comme tant d'autres dès lors le feront, n'avait aucun sens pour eux. Je ne connais pas ce qu'on appelle les excès de la Révolution, dira significativement Bonald. Il n'y a pas un principe politique, en effet, posé en 89, dont une dialectique rigoureuse ne fit sortir tout le reste de la Révolution. Au-delà de la dénonciation de l'effet dissolvant du protestantisme et des Lumières, le propre de l'auteur des Considérations, le livre a été publié pour la première fois en 1797, est d'avoir interprété cette dernière comme résultant d'une force irrésistible, d'une force entraînante qui courbe tous les obstacles, d'un tourbillon. On ne saurait trop le répéter, disait Maistre, ce ne sont point les hommes qui mènent la Révolution, c'est la Révolution qui emploie les hommes. Ce qu'il appelait le char révolutionnaire n'était autre pour lui que celui de la Providence. C'est elle qui avait voulu cette révolution impie pour châtier les Français et sauver en même temps le pays. Châtier les Français, dont les écrits et les comportements
avait fait le lit de la Révolution, avait été en tête justement de cette vision moderniste qu'il récusait. Français qui n'était en cela qu'une expression de la nature humaine, méritant sa souffrance depuis la chute originelle. Mais préserver le pays aussi, sous les espèces paradoxales d'un jacobinisme qui avait joué un rôle d'encadrement de la nation et d'occupation temporaire du vide laissé par la chute de la royauté. Ce n'est pas le moindre paradoxe, en effet, que pour Maistre et ses pairs, le jacobinisme avait été une nécessité de la Révolution française et le jacobinisme était paradoxalement la condition du salut de la monarchie. Le jacobinisme, en effet, avait évité que le désordre s'installe, il avait maintenu la centralité dans laquelle la monarchie pourrait retrouver ensuite sa place. Pour Maistre, en niant l'ordre divin, la démocratie était l'expression du plus grand crime que l'homme puisse commettre, l'attentat contre la souveraineté. D'où le fait que pour lui, il y a eu dans la Révolution française, je le cite, un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu et peut-être de tout ce qu'on verra. Avec l'affirmation des droits de l'homme, la Révolution démocratique imposait parallèlement pour lui le règne d'un universalisme abstrait qui rompait avec la tradition en détachant les hommes de tous leurs liens traditionnels, liens qui les avaient constitués à ses yeux historiquement dans leur rapport à la monarchie. Cette promesse démocratique s'édifiait donc pour lui en tournant le dos à Dieu et à l'histoire, ayant une foi impie dans la capacité de l'humanité à se gouverner et à faire son salut. Je ne développe pas la pensée de Donoso Cortés, qui sera très lue bien sûr en Europe, mais plus spécifiquement évidemment en langue espagnole. Nicolas Berdyaev partageait le pessimisme théocratique de Maistre. Dans son maître ouvrage politique de l'inégalité, le contempteur de la révolution russe écrivait ainsi que la révolution est un châtiment qui nous est envoyé d'en haut pour les fautes du passé, comme une conséquence fatale du mal ancien. Mais il mettait quant à lui surtout l'accent sur l'illusion égalitaire pour vouer au pilori l'idée démocratique. L'idée égalitaire s'inscrivait d'abord à ses yeux dans le même mouvement d'abstractisation du monde que celui auquel s'alimentait la célébration des droits de l'homme. Vous prenez l'homme pour un atome, lançait-il. Tous les hommes vous semblent être égaux et mériter un sort indistinct. Vous voulez ainsi libérer l'homme de l'injustice et de la souffrance, et c'est ainsi que vous le tuez. L'homme abstrait, sans qualité, pris en dehors de l'histoire, de son passé, de sa patrie, de ses pères et de ses aïeux, n'est plus un homme ni une personne. Mais Berdyaev allait plus loin dans sa critique de l'égalité. Il voyait dans l'esprit d'égalité la marque d'un défi lancé à l'ordre donné du monde. Insensé et athée, disait-il, votre désir même d'égaliser les souffrances humaines et de mesurer rationnellement qui souffre plus, qui moins, quelles souffrances sont justes et quelles injustes. La critique était donc chez lui comme chez Maistre d'ordre théologique. Inversant la critique de la pétition d'égalité, Berdyaev faisait même de l'inégalité le fondement nécessaire de l'ordre social et de l'ordre cosmique plus encore. Elle était ainsi, disait-il, l'inégalité religieusement justifiée. Je le cite. « C'est de l'inégalité qu'est né le monde, le cosmos, et c'est d'elle qu'est né l'homme. Une égalité absolue, poursuivrait-il, aurait laissé l'être dans un état indifférent, non manifesté, c'est-à-dire dans le non-être. Exiger l'égalité, c'est vouloir retourner à l'état originel, chaotique, ténébreux, au nivellement et à la non-différenciation. C'est vouloir le néant. L'exigence révolutionnaire du retour à l'égalité dans le néant est née du refus, poursuivait-il, d'assumer les sacrifices et les souffrances par lesquels passe la voie de la vie supérieure. Compris dans cette perspective, le triomphe du progrès libéral et égalitaire, ce qu'il appelait le siècle de la démocratie, correspondait à un puissant mouvement d'indifférenciation, il a même l'expression, à un mouvement de dépersonnalisation. Mouvement qui participait pour lui de l'abstractisation du monde, avec son corollaire désastreux pour Berdyaev, ce qu'il appelait l'extinction des individus créateurs et brillants.
d'où sa célébration forcenée des principes aristocratiques et des privilèges. Il y a dans l'aristocratisme, écrivait-il, une injustice, un caprice, un arbitraire divin sans lesquels la vie cosmique et la beauté de l'univers sont impossibles. La plate exigence plébéienne et prolétarienne d'une équité nivelante, qui consiste à rendre à chacun selon la quantité de son travail, est une atteinte à l'épanouissement de la vie, à l'abondance divine. Peu d'auteurs ont attaqué aussi radicalement les principes démocratiques que Maistre et Berdiaev. Et nous n'avons ici fait que donner un trop bref aperçu de leurs œuvres, sans même référence au plus célèbre et plus choquant passage de Maistre, celui des soirées de Saint-Pétersbourg, qui sont consacrés à démontrer la centralité de la figure du bourreau comme lien nécessaire de l'association humaine. Mais il fallait bien prendre la mesure de leur œuvre pour comprendre ce que veut dire une négation radicale de la démocratie. À la différence des négations de la démocratie, les pathologies participent de son histoire. Elles en constituent des figures déformées, rétrécies ou exacerbées, ou même totalement inversées, des interprétations minimalistes ou radicalement extensives, mais elles dérivent d'une prétention à l'établir dans sa vérité. Ces pathologies, c'est l'hypothèse que je formule, peuvent être appréhendées comme des formes de réduction, de polarisation ou de simplification des tensions structurantes et des formes d'indétermination qui sous-tendent la question de la démocratie. Un certain nombre de mots, sinon de concepts, nous y reviendrons longuement, ont été forgés depuis 2 siècles pour qualifier les formes historiques de ce qui était perçu aux yeux de certains comme participant de cette catégorie des pathologies. Je les appréhende pour l'instant d'un point de vue purement phénoménologique. Et on peut citer pêle-mêle ceux de jacobinisme, de démocratie bourgeoise, d'aristodémocratie, de césarisme, de populisme, de totalitarisme. Nous les emploierons à titre provisoire dans notre exploration, mais notre but sera bien de proposer une théorie générale de ces pathologies, capable de les inscrire dans un cadre conceptuel unifié, tout en tenant compte de la spécificité de chacune d'entre elles, de sorte à résister à la tentation à laquelle beaucoup d'analystes ont succombé de se livrer à des assimilations aussi hâtives que peu éclairantes, du style le rousseauisme égale le jacobinisme égale le totalitarisme. Faire aller de pair, en un mot, une unification des catégories et une diversification des exemples historiques. Telle est ma perspective. C'est une entreprise qui traversera les développements du cours et à laquelle nous consacrerons, in fine, une séance spécifique. Dans un premier temps, je distinguerai à cet effet les formes et les figures de ces pathologies. Des formes voisines pouvant correspondre à des figures très fortement contrastées, voire opposées au regard de divers critères d'ordre phénoménologique. Chaque figure correspond en effet à un type de mise en institution, à des modalités spécifiques d'exercice. Au regard d'une pathologie de la représentation comme celle de l'homme-peuple, dont je parlerai très bientôt, certains régimes césaristes présentent par exemple des formes très proches de celles du fascisme et du nazisme, alors même que les figures qu'ils dessinent sont extrêmement lointaines, ne serait-ce qu'en termes de rapport aux libertés et de répression, et qu'il serait donc stupide de prétendre les assimiler. Cette distinction des formes et des figures est donc essentielle dans mon raisonnement. Pour entreprendre une étude de ces formes, on peut commencer par en distinguer 2 familles, ce que j'appellerais les pathologies de l'accomplissement et les pathologies de la canalisation. Les pathologies de l'accomplissement d'abord. Elles visent à proposer des réponses à ce qui est perçu comme étant de l'ordre d'une trahison, d'un inachèvement, d'une réduction, d'une caricature des démocraties existantes ou des modèles dominants. Ce sont des pathologies nées de la déception, du désenchantement. Et je distinguerai les pathologies de la représentation, figuration, les pathologies de la légitimité, les pathologies de la souveraineté et les pathologies de l'égalité.
Des séances spécifiques seront consacrées à chacune d'entre elles et dès la prochaine heure, nous commencerons les 3 séances qui sont consacrées aux pathologies de la représentation, figuration. Et c'est dans cette famille que l'on retrouvera ces figures évoquées tout à l'heure, du jacobinisme, césarisme, populisme, totalitarisme, etc. Les pathologies de la canalisation, ensuite. Elles visent à apporter une réponse à ce qui est perçu comme étant de l'ordre d'une menace, d'un danger, d'un déséquilibre, d'une dérive dans les démocraties existantes. Elles prennent forme dans les mêmes registres que les pathologies de l'accomplissement, à l'exception de celui de la représentation-figuration pour l'essentiel. Et on rangera à titre provisoire dans cette famille les démocraties dites minimalistes, les oligarchies électives, le libéralisme capacitaire ou le républicanisme intégriste. Il est important ici de souligner que les frontières entre négation et pathologie de la démocratie ont parfois et même souvent été poreuses. On peut rapidement en donner quelques exemples de cette porosité. Si le fascisme italien et le nazisme, nous le verrons très bientôt, exaltent le peuple souverain sous les espèces de son unité, ces 2 figures du totalitarisme ont aussi été liées à la formulation de sentiments violemment anti-égalitaires, sous les espèces d'une hiérarchisation des races, mais aussi plus largement d'une célébration des hommes forts et des élites guidant le peuple. Il y a donc, dans ce cas, une sorte de mélange entre des pathologies, ce qui est de l'ordre des pathologies et ce qui est de l'ordre d'une négation radicale. La critique de l'égalitarisme démocratique s'est aussi souvent exprimée de façon dérivée, par exemple, sur le mode romantique, sous les espèces d'un rejet dégoûté de la société bourgeoise et du pouvoir égalisateur de l'argent. Et là, sur ce point, c'est Burke qui leur a donné le ton, lorsqu'il notait avec nostalgie, je le cite en anglais, en français, « L'âge de la chevalerie s'est allé, maintenant nous sommes rentrés dans le monde des sophistes, des économistes et des calculateurs. » Et on trouve bien chez lui, justement, cet état d'esprit très intéressant dans lequel on voit se mêler en permanence les formes de rejet radical de la démocratie et ces formes de consentement à ces pathologies. Et si les termes proprement théologiques de la critique mestrienne de l'abstraction démocratique et des droits de l'homme sont restés cantonnés dans les milieux les plus traditionnalistes, on voit que la même critique a été beaucoup plus diffusée dans ce que j'appellerais sa version sécularisée, que ce même Burke a donnée dans ses réflexions sur la Révolution de France. Et on l'a souvent vu reprise, cette version sécularisée de la critique des droits de l'homme au XIXe siècle, dans des milieux très différents, que ce soit des milieux conservateurs ou des milieux marxistes, voire l'œuvre de Marx dans les années 1843-1844. On voit aussi qu'une virulente critique du droit de l'hommisme, pour employer une expression qui a été forgée récemment, voisine de son côté souvent, aujourd'hui, avec des discours d'extrême droite de type populiste, et que celle de l'individualisme démocratique, cette critique de l'individualisme démocratique et de ce qu'on appelle la civilisation démocratique, se retrouve de leur côté souvent dans certains discours qualifiés de républicains. Il faut ainsi tenir compte de cette porosité entre la négation de la démocratie et ses pathologies pour bien apprécier l'équivoque des retournements de la démocratie contre elle-même qui constituent cette dernière. Et les critères et les formes de cette porosité seront également un critère extrêmement important pour distinguer les différentes figures des pathologies de la démocratie à l'intérieur d'une même forme. Ce sera, nous le verrons, une façon que nous utiliserons pour déconstruire la notion de totalitarisme en intégrant ces pathologies en général dans une conceptualisation plus large. Cette introduction étant rapidement faite, les prochaines séances du cours vont donc être consacrées à l'examen des différentes pathologies de la démocratie. Je commencerai pour 3 séances par parler des pathologies de la représentation. Ensuite, 3 séances seront consacrées aux pathologies de la souveraineté.
je consacrerai des séances également aux pathologies de l'égalité et aux pathologies de la légitimité. Et en fin de compte, j'essaierai de proposer un cadre d'analyse d'ensemble dans lequel je rediscuterai les différentes formes de conceptualisation de ces pathologies qui ont fait l'objet de travaux depuis de très nombreuses années, et notamment les conceptualisations concernant le totalitarisme. Bon, comme il est de coutume dans ce cours, je m'arrête juste 2 ou 3 minutes pour reprendre mon souffle et je commencerai donc la première des trois cours qui sera consacrée aux pathologies de la représentation.